Soyez le bienvenu, grand rabbin de France. Très heureux de vous accueillir à la table du Temps de l'Info. On verra ça tout à l'heure. J'imagine que vous avez une conviction sur les ambiguïtés plus que ça. Une faute politique, dit Olivier Faure de Jean-Luc Mélenchon. Mais on va évidemment, avec vous, merci beaucoup, revenir sur la situation en Israël. Emmanuel Macron est en ce moment avec Olaf Scholz. Il prendra la parole et on l'écoutera aussi ensemble lorsqu'il évoquera le conflit. Il est à Hambourg. Ce qu'on peut rappeler, Raïm Korsia, c'est que les bombardements continuent. La guerre continue. Il y a encore des infiltrés du Hamas qui combattent sur le territoire israélien et la bande de Gaza est bombardée. Côté français, il y a 4 morts et 13 Français sont portés disparus, peut-être enlevés pour certains, comme ce petit garçon qui s'appelle Ethan et qui a 12 ans. Et on avait envie de vous demander avec Paola tout simplement cette question toute simple, c'est que ressentez-vous en voyant la photo de ce jeune franco-israélien, on va voir la photo, qui figure sans doute parmi les otages des terroristes du Hamas. C'est très, très compliqué, c'est très dur. Et c'est assez nouveau, même si depuis une dizaine d'années, la guerre est devenue une guerre d'image. Terroriser, c'est aussi par l'image, par ces vidéos horribles qui circulent. On en a parlé, j'ai refusé de les voir, parce que j'estime que c'est d'une certaine manière jouer le jeu des terroristes. Et aucune guerre n'est belle à voir. Mais quand on s'en prend aux civils, quand on fait des otages, ce qui est plus le mode opératoire des démocraties, en réalité, ce qu'on a pu voir dans les images dont on m'a parlé, c'est littéralement ce que pourrait être un pogrom. On vient pour tuer, pour saccager. C'est le mot qui m'avait bouleversé, qu'avait employé l'historien lorsqu'il a parlé de la Saint-Barthélemy. On vient saccager les corps. Et il y a quelque chose de profondément contre notre société, je ne dis même pas occidentale, humaine, du respect des corps. Et quand on vient saccager les corps, et quand on vient montrer ces photos, montrer ces films, en disant voilà le déni d'humanité qu'on fait à vos proches, à ceux qui sont comme les vôtres, c'est au fond, au-delà des chiffres terrifiants du nombre de morts et de blessés, c'est au fond une façon de vous dire je vous vois comme la prochaine victime. Et si j'avais pu faire 10 millions de morts, j'aurais fait 10 millions de morts. Et sauf que là, maintenant, j'ai pu faire que. J'ai fait 900, 1000, On parle verra. de plus d'1 millier de victimes en Israël. Oui, dans la réalité, ça ira beaucoup plus loin parce qu'en plus, il y a tous ceux qui sont blessés qui vont mourir. Plus, on ne sait pas quel sera le sort des otages. Donc il faut voir que au-delà d'un conflit entre Israël et le Hamas, c'est un conflit de civilisation entre une idée de l'humain et une idée de ce qu'est la déshumanisation de l'autre. Les nazis ne parlaient pas d'humain, ils parlaient de Stück, des morceaux. Voilà pourquoi je vous dis saccager les corps. Et ce soir, on lance une prière parce qu'on a besoin aussi de se renforcer moralement, de ne pas se laisser entraîner, nous qui sommes loin, et je ne vous parle même pas de ceux qui sont près, ceux qui sont en Israël. On a besoin aussi de se renforcer moralement pour continuer malgré tout à espérer en l'humain, à espérer en l'homme. Se dire, on ne peut pas être ramené à ça, on ne peut pas être rabaissé dans cette chute morale. Vous faites référence au pogrom, ce mot est lourd de sens, et ce matin dans la matinale de LCI, bien sûr, je le sais, le colonel Rafovitz faisait référence à la Shoah. Nous sommes face à des images de Shoah. Des images de Shoah, je répète et je pèse mes mots, d'hommes qui ont été en Israël avec la détermination, la volonté la plus précise d'assassiner le plus d'hommes, de femmes et d'enfants juifs en Israël. Est-ce qu'il faut utiliser ce mot, la Shoah? Non. 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 Mais Jacques Chirac, le 25 janvier 2005, Jacques Chirac inaugure le mémorial de la déportation de la Shoah à Paris. Et il dit de tête « Zachor al tishkar ». Souviens-toi, n'oublie pas. 2 ans plus tard, donc on est en 2005, il y a l'assassinat d'Ilan Halimi, et 2 ans plus tard, il y a une cérémonie en mémoire d'Ilan Halimi, au moment de l'anniversaire de son décès, son assassinat. Et de tête, voilà le discours de Jacques Chirac. De tête.
En inaugurant le mémoire de la Shoah, j'ai dit « Zachor al tishkar », souviens-toi, n'oublie pas. Je redis aujourd'hui « souviens-toi, n'oublie pas ». Car ce n'est pas le nombre de victimes qui fait l'horreur du crime, c'est la haine du bourreau. Et oui, M. Rafovitch a raison de dire qu'il y a la même haine, la même déshumanisation. Je vous ai parlé de shtouk, de morceaux. Mais ce n'est pas comparable à cette industrialisation qu'avaient montée les nazis. Mais je comprends que dans l'inconscient israélien, la référence ultime à la volonté d'annihilation de ce que sont chacun et chacune des citoyens, des citoyennes de ce pays, c'est la Shoah. Comme pour nous, en France, quand on a vu les images, ça je les ai vues, parce que la fête était finie, j'ai vu les images terribles des victimes dans la rave party, ça renvoyait pour nous en France à ce qu'on a vécu, ce qu'on a connu au Bataclan. Et donc, c'est vraiment, là quand je parle de conflit de civilisation, c'est qu'on se dit, mais voilà, on a les mêmes ennemis ici, on les a eu les mêmes à Madrid, il y a eu les mêmes à Londres, il y a les mêmes en Israël. Et donc, ça renvoie à un traumatisme. Moi, j'étais dans les armées et j'ai beaucoup travaillé sur le stress post-traumatique. Le stress post-traumatique, c'est quelque chose qui fait des effets au moins 6 mois après. Donc, ces images ont renvoyé à l'immense choc qui a été le nôtre au moment des attentats dans les terrasses de café, au Stade de France et au moment des attentats, enfin, des assassinats du Bataclan. Donc, on voit ce que la société israélienne vit. Si on compare le nombre de victimes, c'est comme si une ville comme Épernay était rasée. Donc, oui, parce que la différence, en population, c'est de 1 à 7. Donc 1000 victimes au moins, c'est 7000. Oui, mais il y en aura plus. Et vous me dites qu'il y en aura plus. Et donc, c'est évidemment une proportion, une échelle différente des attentats. Mais en pogrom, c'est-à-dire le fait d'être massacré en collectivité. Les jeunes, les en anciens. Gros, parce qu'on est juif. Sans aucun ça, respect. C'est la définition du pogrom. Et ça, exactement. Ce sont des pogroms auxquels on a assisté dans les rêves. Mais dans ce avant de vous dire ça, c'est aussi le comportement du Hamas envers les Palestiniens, qu'ils écrasent de la même façon et qui, je sais pas, elles se tournent vers vous, donc vous devez être spécialiste de ces questions. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ça. Mais je dis qu'il faut, là maintenant, avoir conscience que cette impossibilité de vivre sereinement, elle est aussi le résultat de cette façon que le Hamas a d'écraser toute possibilité de débat, de dialogue, de démocratie, de vie sereine, pour un seul objectif, éliminer Israël. Quand cet objectif obsessionnel chez eux, d'ailleurs programmatique, puisque c'est dans leur charte, oui, c'est dans leur charte révisée en 2017, la disparition de l'État d'Israël. Mais est-ce que pour vous, justement, pour revenir à ce terme de Shoah, la disparition... Je ne l'emploie pas. Non, il ne l'emploie pas. Non. Moi, je ne l'emploie pas. Oui, mais justement, est-ce que la disparition de l'État d'Israël, pour vous, dans la façon de voir les choses du Hamas, c'est la disparition des Juifs? Oui, évidemment. Ça, c'est sans conteste. Parce que les cris de soutien à Paris, en 2014, dans ces manifestations qui sont allées, n'oublions pas, attaquer les synagogues. Et lorsque le ministre nous a réunis hier, on a reparlé de cette situation. Ils ont attaqué la synagogue de la Roquette, ils ont attaqué la synagogue de la rue des Tournelles à Paris, qui a été protégée par la police, ils ont attaqué la synagogue de Sarcelles, qui a été protégée par la police. Les cris, ce n'était pas mort à Israël, c'était mort aux Juifs. Donc le programme est clairement établi. Et il faut le savoir. Voilà pourquoi je suis quand même sidéré. Pour revenir sur ce que vous avez très bien dit, j'entendais tout à l'heure. Mais c'est aussi une question de positionnement. Est-ce qu'on peut décemment accepter qu'on tue 900 ou 1000 personnes quelque part et c'est les mêmes qu'on doit protéger ici? Et il faut juste réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais d'habitude, s'il y a des gens qui sont victimes de quelque chose, il y a une sorte de solidarité nationale qui se met autour d'eux. Et cette solidarité nationale s'exprime de tous les bords, de pratiquement tous les bords. Mais malgré tout, ce sont les synagogues et les écoles qu'il nous faut protéger. Parce qu'on a pu voir qu'il y a encore plus d'actes antisémites qui arrivent systématiquement. Ceci dit, il y a encore plus d'actes antisémites qu'il y a le Covid. Le Covid, ça cause encore plus d'actes antisémites, parce que le Covid, bien entendu, c'est la faute des Juifs. Donc, c'est quand même une maladie de nos sociétés qu'on devrait analyser de manière beaucoup plus large que comment faire juste pour protéger les Juifs. C'est que si cet antisémitisme, qui est au fond une façon de dire, voilà quelqu'un qui est le même que moi, mais qui est un peu différent, et qui est même très différent, et même complètement différent, mais c'est le même que moi,
Ça m'inquiète sur ma capacité à vivre avec un autre. Donc, en fait, quelle société nous sommes en train de monter? Expliquez-moi, pardon, aucun d'entre nous ici n'est hollandais, j'imagine. Non. Parfait. Donc on peut parler sereinement de la Hollande. Pourquoi le maire de Rotterdam, qui a priori est quelqu'un de plutôt sympathique, veut mettre les couleurs d'Israël en solidarité, comme ce serait arrivé s'il y avait eu tremblement de terre en Colombie, il y aurait eu, je sais pas moi quoi, à Bogota où vous voulez, on aurait mis le drapeau du pays, comme on l'a fait avec chaque drame qu'il y a dans le monde. Et puis il dit non, je ne peux pas mettre l'impôt d'Israël pour la paix publique. Donc il fait un appel en appelant à la solidarité avec toutes les victimes. Vous savez quoi? Quand on commence... Relativisme. Il y a eu la même hésitation à Paris, quand même, hein, avec la Tour Eiffel. Mais, pardon, ça s'est fait, finalement. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Ce que je peux vous dire, c'est que la Tour Eiffel a été illuminée comme on le fait chaque fois qu'un pays, frère, ami... C'était pas la décision de la maire de Paris dans un premier temps. Elle l'a fait. Moi, j'étais pas dans ce... Vous m'apprenez quelque chose. Tout le monde se pose la question, en fait. Bah, elle l'a fait. Et c'était plutôt formidable. C'est venu comme clore la manifestation d'hier. Une façon de dire, bah voilà, le symbole de Paris vibre à l'unisson. Je crois que la maire de Paris, sur ces questions, elle est d'une clarté absolue. Mais Alors justement, vous y étiez donc à cette manifestation. Il y avait 16 000 personnes qui ont défilé et qui étaient jusqu'à la place du Trocadéro. Alors pour reprendre les mots de la rabbine Delphine Orwiller, elle dit qu'il y avait beaucoup d'amis d'Israël, mais pas beaucoup d'ennemis du terrorisme. C'est-à-dire en gros beaucoup de juifs, de politiques, mais pas cette même ferveur. Vous parliez par exemple du Bataclan, et ça c'est ce que l'animateur Arthur a fustigé aussi. On va l'écouter au micro de Paul Laroutureau. Je suis un petit peu en colère parce que mes amis du métier sont très silencieux, très discrets. Je ne comprends pas pourquoi. On est là quand il s'agit de toutes les causes et celle-ci, c'est comme le Bataclan, quoi. Donc je suis sidéré par le silence de mes camarades. Mais il n'est jamais trop tard. Sidéré par le silence, qu'est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas eu plus de monde? Il y a eu quelques Iraniens qui sont venus, mais il y a eu quand même, pour la plupart... Oui. Arthur a sa vision des choses. Je ne sais pas s'il aurait voulu que toutes les vedettes viennent ensemble. Je ne sais pas ce que ça représente. Pas forcément les vedettes, mais des personnes... Donc, bon, moi, j'étais dans cette marche et j'ai quitté très vite les premiers rangs. Bon, parce que ça pousse, hein, pardon. Moi, je ne suis pas un spécialiste des manifs. Moi, je n'ai pas été éduqué à la CGT, donc je n'ai pas l'habitude. Ça pousse quand même beaucoup. Je me trouvais en insécurité. Je n'aime pas qu'on me pousse. Donc, je suis allé un peu sur les côtés. J'étais un peu devant même. J'ai parlé avec les gens qui étaient là, c'était formidable. Il y avait tout le monde. Comme l'avait dit le président François Hollande, rappelez-vous la polémique après la marche du 11 janvier 2015, François Hollande avait eu cette formule merveilleuse que je pourrais prendre à mon compte aujourd'hui. Tous n'y étaient pas, mais tous ceux qui ont manifesté l'ont fait au nom de tous. Et il y avait cette diversité qui incarnait la société française. Des juifs, des non-juifs, des gens qui représentaient quelque chose, des gens qui étaient là à titre personnel. Et moi, j'aimais ce brassage de personnes qui arrivaient. Il y avait un ancien président de la République, il y avait des gens de tous les partis, avec toutes les écharpes possibles, tous les mandats électifs possibles. Il y avait quelque chose, une façon de dire, nous ne sommes pas indifférents. Et je vous assure que la question de l'indifférence, elle se posera. Parce que, pardon, je ne veux pas être méchant avec vous, vous occupez les antennes, vous avez raison, vous êtes formidable de parler de ça, de ne pas considérer que c'est loin, on ne s'en occupe pas. Mais enfin, depuis combien de temps vous n'avez pas parlé de l'Ukraine, par exemple, ici? C'est juste pour savoir. L'Ukraine, ça a occupé toutes vos antennes. Et là, on est quand même en post-guerre Ukraine, mais vous savez, elle continue. Quant à ce qui se passe au Karabakh, ça continue. Quant à ce qui se passe au Maroc après le tremblement de terre, je ne sais pas qui en a reparlé dans les 10 derniers jours. Donc en fait, c'est incroyable. Quelle leçon vous en tirez? Je dis qu'il faut être capable de voir où sont les débats de civilisation. Là, on a quelque chose qui touche à la dignité humaine, au respect, et qu'on a des ennemis qui sont les mêmes ennemis que toutes les démocraties qui essayent de vivre et de défendre quelque chose d'une espérance humaine, d'une espérance, je dirais même, humaniste. Et je me dis, là, il faut quand même que sur le long cours, on soit capable de tenir la ligne. Parce que, par exemple, je ne veux pas critiquer vos voisins, enfin, ils sont en face. J'ai été invité ce matin sur une chaîne radio du service public, formidable. J'aime bien, et je l'écoute d'ailleurs, donc j'ai pas de souci. C'est bien passé, vous étiez bien traité. Formidable, on va vous faire un thé, la vie est belle, ok? Sur le temps d'interview, on démarre avec un enregistrement de personnes qui sont à Gaza et qui souffrent. Une qui manque de l'eau,
l'autre à qui il manque d'électricité, le troisième, encore pire que tout, il lui manque Internet. Donc il n'a pas la connexion Internet. Et je me dis, mais pourquoi ils mettent ce magnéto qui cherche à me dire quoi? Ça souffre aussi à Gaza? Je sais que ça souffre à Gaza, mais il souffre à cause de qui? À cause du Hamas, qui les écrase. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on cherchait à faire? À rééquilibrer? À faire quoi? Une 30 pour les victimes, une 30 pour les coupables, c'est ça? Comme on dit. Comme vous dites dans votre métier. Donc moi, je dis à un moment, il faut garder... Non, il faudra garder une sorte de ligne. Oui, exactement. Donc il faudra garder une ligne. Mais là, vous trouvez que ce relativisme-là, il s'aggrave face... Le journaliste était très sympathique d'ailleurs. Je sais très bien que ce n'est pas celui qui est devant moi qui décide ou pas. Mais la machine a produit quelque chose qui tendait comme à tempérer ce qui pensait que j'allais dire. Mais moi, je pense que ce drame, cette catastrophe pour la société israélienne, parce que c'est un drame à l'échelle de la société israélienne, à l'échelle de n'importe quelle société, doit accoucher de quelque chose qui sera la possibilité de faire advenir une génération de Palestiniens qui voudront réellement construire la paix, pas une génération de Palestiniens nourris depuis le plus jeune âge à la haine, à la détestation d'Israël, qui ne sont pas des humains dans leur configuration. Alors justement, je vais vous poser la question jusqu'au fond. Est-ce qu'aujourd'hui, le blocus de Gaza, électricité, alimentation, soins médicaux, peut aider Israël, peut aider le peuple d'Israël à résoudre la difficulté? Écoutez, si vous voulez mon avis, la guerre n'est jamais belle. Et quand vous faites la guerre, le principe, c'est de faire, on n'est pas obligé de commenter tout ce qu'on fait. Maintenant, la société israélienne a ce mécanisme. Moi, je ne suis pas israélien, je ne peux pas vous dire comment ils construisent leur rapport à l'information. Mais ce que je sais, c'est que, oui, ce sera compliqué, mais c'est peut-être une des dernières chances possibles d'extirper ce mal de la zone de Gaza, qui n'est pas devenu un espace de grande liberté, de démocratie depuis 2005. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc en fait, si ce n'est pas possible avec eux et qu'ils écrasent tout le monde, il faudra donc que la volonté des Palestiniens qui résident à Gaza, et j'en ai connu, j'ai reçu à l'Institut, à la demande du consul général de France à Jérusalem, une délégation d'industriels de Gaza il y a quelques années, mais ce qu'ils veulent, c'est commercer, échanger, ils ont besoin pour ça de sécurité, de tranquillité, de confiance. Mais la confiance, ça se construit. Après ça, il faudra avoir la force morale. Voilà pourquoi je vais parler de l'office qu'on va faire ce soir. Il faudra avoir la force morale d'oser tendre la main et de construire un chemin de paix. Et moi, je sais que la société israélienne était capable de le faire. Oui. Emmanuel Macron sur LCI. Une identité trop précise, parce que nous continuons le travail en lien avec l'ambassade, nos services, nos partenaires sur le terrain, les autorités israéliennes et avec le centre de crise du Quai d'Orsay. Je remercie tous les diplomates personnels qui sont engagés dans ce travail avec tous les ministères partenaires et évidemment nos partenaires israéliens. Nous avons, comme vous le savez, malheureusement, des ressortissants qui ont perdu la vie et une dizaine de Français qui ont disparu. Et donc nous sommes en train de clarifier leur situation. Ça se fait au cas par cas. Les familles sont évidemment avant tout informées et la ministre et le Quai d'Orsay auront l'occasion dans les prochaines heures, dès que nous aurons un bilan stabilisé, de donner toutes les informations sur ce sujet. Évidemment, le chantage qui est fait par le Hamas est un insupportable chantage que nous ne pouvons que condamner et que nous condamnons avec fermeté. Et sur la question à la fois de nos disparus ou des potentiels otages, je reste prudent à ce stade. Nous avons une coordination très étroite avec les autorités israéliennes et nous serons amenés, en lien avec les autorités israéliennes et avec l'ensemble des pays qui sont dans notre situation, coordonner une position commune. Mais nous faisons confiance là aussi aux informations et à cette bonne coopération avec Israël. Mais je veux redire ici combien le chantage qui a été ici revendiqué par le Hamas après ces actes terroristes est odieux et inacceptable. Aujourd'hui, Israël assure sa défense au moment même où Israël est encore touché par des frappes. Et donc, comme nous l'avons dit, nous soutenons ces opérations de défense et nous condamnons avec la plus grande fermeté tous les actes terroristes qui se sont produits et continuent de se produire. Les prochains jours, je l'espère, permettront de mettre fin à toute attaque contre le territoire d'Israël, à la libération des otages et à la clarification de la situation. Il ne m'appartient pas aujourd'hui de commenter ou de faire de la politique fiction. Le droit d'Israël à se défendre est un droit, compte tenu en particulier de ce qu'ils ont subi. Notre souhait est ensuite que nous puissions tous ensemble œuvrer à une paix durable dans la région, laquelle supposera aussi
des éléments politiques de la réponse et une approche plus complète et d'ensemble. Mais les choses viendront dans leur temps. Enfin, pour ce qui est de l'Iran, nous condamnons d'abord avec beaucoup de clarté tous les pays qui se sont félicités des horreurs perpétrées par le Hamas, ce qui est le cas de l'Iran. Et nous sommes en train de consolider avec nos partenaires les informations. Je n'ai pas de commentaire à faire sur l'implication directe de l'Iran dont nous n'avons pas la trace de manière formelle, mais il est clair qu'à la fois les propos publics tenus par les autorités iraniennes sont inacceptables et ne correspondent pas ni à nos valeurs ni à nos intérêts, et qu'ensuite il est vraisemblable qu'il y ait eu des aides apportées au Hamas et des coopérations, mais je resterai prudent sur ce point tant que nous n'avons pas stabilisé des éléments de renseignement totalement sûrs. Voilà, prudence d'Emmanuel Macron, et on comprend bien sur la situation des Franco-Israéliens ou des Français qui pourraient être aux mains des otages. Il n'a pas voulu le confirmer. Condamnation évidemment totale de ce qui se passe du fait même des terroristes du Hamas. Le gouvernement Netanyahou veut éradiquer le Hamas. Comment l'entend la société israélienne? Est-ce qu'elle le croit? Est-ce que c'est cela qu'il faut faire? Si vous après un tel traumatisme, de ces morts, de ces attaques, je dirais surtout de la chute de ce sentiment d'infaillibilité. C'est comme dans la vie quand vous êtes en bonne santé, que brusquement un jour vous êtes malade, brusquement tout vous fait peur. Les vrais hypocondriaques sont ceux qui n'ont jamais été malades, qui un jour ont une petite chose. Là, je crois qu'il y a une chute chez eux, je parle avec des amis, une chute de ce sentiment d'infaillibilité. Finalement, on leur avait expliqué que la technique, la technologie, ils mettaient à l'abri de tout. Et je me rappelle un discours, d'ailleurs, il y a quelques années, quelqu'un qui disait, maintenant qu'on a assuré notre supériorité stratégique, parce qu'à part quelques grades ou quelques missiles, on ne peut rien avoir sur nous, et on sait les contrer, on va consacrer des budgets importants à traiter les problèmes sociaux du pays. Mais la réalité, c'est que dans leur situation, ils doivent considérer qu'ils sont en permanence sous une menace forte. Il y a quelque chose qui m'a marqué. Tout à l'heure, vous avez dit maintenant, il faut construire avec les prochaines générations les conditions d'une paix. Oui. Est-ce que vous tirez un trait sur les générations actuelles? Est-ce que vous estimez que c'est un antisémitisme qui est irrattrapable? Je crois que dans la vie, rien n'est irrattrapable, mais quand vous êtes biberonné depuis les manuels scolaires, d'ailleurs souvent payés par l'Union européenne, depuis les manuels scolaires par la haine des Juifs, la diabolisation des Juifs, c'est dur de faire la paix. Et il faudra une génération quasiment de prophètes pour oser aller contre l'opinion des uns des autres. Mais regardez, les accords d'Abraham ont été signés. Donc il y a des possibilités de faire. Et je pense que c'est aussi l'élargissement de ces accords d'Abraham qui a affolé les uns ou les autres au point d'essayer de tout faire pour les faire capoter. Maintenant, apparition de nouvelles générations, quand vous regardez le président de l'autorité palestinienne, 87 ans. Voilà, on va pas attendre longtemps. Donc, en fait, il faudra qu'il y ait une génération de Palestiniens pragmatiques qui vont savoir tendre la main et construire des ponts. Pardon. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de couper toute forme d'aide? L'Union européenne n'est pas tout à fait d'accord au territoire palestinien, quitte à pénaliser la population. Non, je crois que dans la vie, toute aide implique une contrepartie. Vous savez qu'on a le problème en France. En France, on se dit, on fait des aides, quelle contrepartie on peut demander aux gens en termes de participation, en termes... Simplement, je donne, et je reçois. Je reçois parce que je donne, ou je donne parce que je reçois, comme on veut. C'est en fait une participation. Donc donner des aides pour faire vivre des choses qui sont contraires à l'esprit de ce que nous croyons, de l'humain, ça me paraît compliqué. Mais évidemment, les aides qui sont des aides alimentaires, des aides pour la nourriture, mais est-ce qu'il y aurait nécessité de mettre ces aides s'il y avait une stabilité politique et il y avait une forme de société démocratique à Gaza et dans les territoires palestiniens? Il n'y aurait pas besoin s'il y avait simplement la paix et s'il y avait simplement une espérance. Et quand la seule espérance, c'est de tuer les voisins, vous ne pouvez rien avoir. Donc toutes les aides du monde ne pourront pas compenser ce manque d'espérance. Merci beaucoup, Raïm Corsia, d'avoir été l'invité du Monde de l'Info aujourd'hui. Merci infiniment, vraiment. Non, je sais que vous me remerciez, ça veut dire que c'est la fin. Mais je voudrais juste remercier parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent une question terrible. Comment revenir d'Israël et rentrer en Israël pour les Israéliens qui sont ici? On est en train de travailler, je veux remercier le Quai d'Orsay, le ministre des Transports, de faire en sorte que Air France et Transavia rouvrent les lignes. Je voudrais rassurer
tous vos téléspectateurs sur le fait que ça va prochainement ouvrir. British Airways a déjà rouvert ses lignes, Lufthansa pas encore. Donc je sais que le gouvernement travaille vraiment avec beaucoup d'incitations fortes à ce que ces lignes rouvrent qui permettront les transferts des personnes. Information importante pour les perspectives. Merci beaucoup. À demain, 9h pour le temps de l'info.